Oui bonjour, on vient de me dire que je pouvais pas embarquer dans l'avion. Oui effectivement ce n'est pas possible, on est en surréservation. Donc en gros on a vendu plus de billets que de places dans l'avion. Ok, et du coup il se passe quoi? On cherche des volontaires pour renoncer à voyager. Donc si vous acceptez de ne pas monter dans l'avion, on vous propose un autre vol demain à la même heure et on vous offre 500 € pour votre prochain vol chez nous. Merci mais non, je dois rentrer en fait, je peux pas attendre demain. Dans ce cas on va essayer de vous remettre dans le prochain vol dès qu'on peut, mais les billets seront plus chers vu qu'il y a très peu de place, donc il faudra rajouter 50 €. Si ton vol est surbooké, c'est-à-dire en surréservation, et que tu n'es pas volontaire pour refuser d'embarquer, le droit te garantit deux options. Première option, tu peux choisir d'attendre le prochain vol sans paiement supplémentaire, et tu as le droit à des repas pendant l'attente, ainsi qu'à un hébergement et à un transport, si jamais le prochain vol n'est pas le jour même. Deuxième option, non mais écoutez, finalement je vais pas prendre le prochain vol, je vais prendre un avion avec une autre compagnie pour rentrer. Du coup, est-ce que vous prenez en charge l'autre avion? Est-ce que je vous envoie une facture ou... Non, si vous décidez de voyager par vos propres moyens, le prix du nouveau billet ne sera pas pris en charge. Par contre, vous pourrez être remboursé du billet d'avion que vous avez acheté avec nous. Si tu décides de renoncer au voyage et de ne pas attendre le prochain vol, tu as le droit au remboursement intégral de ton billet sous 7 jours. Et d'ailleurs, dans tous les cas, que tu choisisses d'attendre le prochain vol ou bien d'être remboursé, tu as le droit à une indemnisation financière qui peut aller jusque 600 €. Je mets un modèle d'indemnisation ici, tu pourras faire pause et je mets aussi le lien en commentaire. Et si ça t'a plu, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bonjour, c'est pour un retour. Ok, je vais prendre votre ticket de caisse s'il vous plaît. Tenez, merci. Ah, mais c'est des articles soldés? Oui. On fait pas de retour sur des articles soldés. Mais comment ça, c'est pas normal? J'ai le droit à 14 jours de délai de rétractation. Alors malheureusement, dans ce cas-là, le délai de rétractation ne marche pas parce que... Ah si, ça marche, c'est la loi. Quand on achète quelque chose, on a 14 jours pour rendre le produit, ça s'appelle le délai de rétractation. Donc vous allez me rembourser. Peu importe si ton produit est soldé ou pas, quand tu l'achètes en magasin, l'entreprise n'a pas l'obligation d'accepter de te le rembourser ou de te l'échanger. La plupart des magasins proposent des remboursements ou des échanges sous 30 jours après l'achat, mais ça c'est à titre commercial. C'est pas du tout une obligation légale quand le produit tu l'achètes en magasin, en physique. Par contre, si jamais tu as fait ton achat à distance, par exemple sur internet, tu as le droit à 14 jours pour te rétracter, pour changer d'avis, et dans ce cas-là, le professionnel doit te rembourser. Mais ça ne vaut que pour les achats faits sur internet, pas du tout pour les achats en physique, en magasin. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour docteur, en fait je suis enceinte et je ne veux pas le garder, donc j'aurais besoin d'un IVG s'il vous plaît. Ah non mais les avortements, moi je fais pas du tout donc ça va pas être possible. Comment ça c'est pas possible? Je les fais pas, c'est comme ça. Mais attendez, vous êtes médecin, c'est un acte de soin donc vous devez me soigner. Sinon comment je fais moi? Non, je ne dois pas et je ne vais pas le faire. Donc ce que je vous propose c'est que... Mais c'est lunaire, vous êtes docteur, vous n'avez pas le droit de refuser de me soigner. Donc dès que je sors d'ici, j'appelle la police, l'ordre des médecins parce que c'est illégal ce que vous êtes en train de faire. S'il n'y a pas d'urgence pour le patient, les médecins peuvent invoquer leur clause de conscience pour refuser de réaliser des actes qui seraient contraires à leurs convictions, par exemple leurs convictions religieuses. Un médecin peut donc tout à fait refuser de pratiquer une IVG, ce refus sera légal et le médecin ne risquera rien juridiquement derrière. Non, je suis pas obligée de pratiquer un avortement et je le ferai pas. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner le contact d'un confrère qui lui les pratique et comme ça vous pourrez prendre rendez-vous avec lui. Si un médecin refuse de pratiquer une IVG, ce qui est parfaitement son droit, il doit t'informer immédiatement de ce refus. Et surtout, il doit obligatoirement immédiatement t'orienter vers un autre médecin susceptible de réaliser l'avortement. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bon bah écoutez, c'est parfait pour moi, honnêtement vous correspondez exactement à ce qu'on recherche. Génial. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations pour finaliser le recrutement? Non, pas particulièrement. À quoi que si. J'ai vu sur votre CV que vous habitiez à Paris. C'est toujours le cas? Vous n'avez pas déménagé? Si, j'ai déménagé. Ok, pas de souci. Vous habitez où maintenant? Toujours en région parisienne, mais un petit peu plus loin, vers Massy-Palaiseau. Ah oui, quand même. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas si loin, et puis il y a le RER, c'est hyper accessible en transport. Ah oui, non mais finalement, écoutez, ça va pas être possible. Comment ça? On sait qu'il y a souvent des problèmes de transport, et c'est vraiment ingérable dans une entreprise au quotidien. Donc je suis vraiment désolée, mais on va pas aller plus loin ensemble. Si lors d'un recrutement, un employeur te traite différemment des autres candidats en fonction de ton genre, de ton origine, de ton handicap ou encore de ton lieu de résidence, c'est une discrimination. C'est constitutif d'une infraction pénale punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc si ça t'arrive, tu pourras porter plainte. Mais comment tu peux prouver ce type de comportement? Donc voilà, je suis désolée, mais on va devoir en rester là. Ah non, on va pas en rester là, c'est illégal ce que vous faites, je vais porter plainte. Eh bien écoutez, bon courage. Déjà que les plaintes sont souvent refusées, la vôtre comme ça sans preuve. Qui vous a dit que je n'avais pas de preuve? J'ai enregistré toute la conversation avec mon téléphone. Ah, vous avez enregistré la conversation. Vous êtes au courant que comme je n'ai pas donné mon consentement, ça ne pourra pas être utilisé en justice? Devant le juge pénal, donc celui qui va se prononcer si la plainte aboutit, la preuve est libre. C'est-à-dire que tu peux présenter au juge tout élément de preuve, même des enregistrements ou des vidéos faites en cachette, et ces preuves seront recevables en justice. Pour plus d'informations sur les relations recruteur-candidat, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je voulais vous parler de l'erreur de caisse que vous aviez faite hier. Ah oui, je suis vraiment désolée. Oui, enfin ça sert pas à grand chose que vous soyez désolée, c'est pas ça qui va rembourser l'entreprise. Non, mais je vais faire plus attention, c'est promis. Oui, j'espère bien, mais c'est pas non plus ça qui va régler
le problème. Donc juste pour vous prévenir, on va faire une retenue sur salaire. C'est-à-dire qu'on va déduire le montant qui correspond à l'erreur de caisse que vous avez faite de votre salaire. Mais attendez, vous avez pas le droit de faire ça. Ah bah bien sûr que si. Vous faites perdre de l'argent à l'entreprise à cause de vos erreurs, évidemment que c'est vous qui payez. Le code du travail prévoit que les sanctions pécuniaires sont interdites. Ça veut dire que ton employeur n'a pas le droit de te sanctionner financièrement en réduisant ou en supprimant ta rémunération, même si tu commets une faute. Donc si tu fais une erreur de caisse, ton employeur n'a pas le droit de retenir sur ton salaire le montant qui correspond au trou dans la caisse. Et s'il le fait, comme c'est une sanction pécuniaire, il s'expose à une amende de 3 750 €. Non mais écoutez, vous n'avez pas le droit de réaliser une retenue sur mon salaire à cause d'une erreur de caisse, ce serait une sanction pécuniaire et c'est interdit. Bon bah très bien, vous savez quoi, on va oublier la retenue sur salaire, par contre on va lancer une procédure disciplinaire contre vous. Si tu fais des erreurs de caisse, ton employeur pourra prendre des mesures disciplinaires contre toi, sachant que ces sanctions peuvent aller jusqu'au licenciement en fonction de la gravité et de la fréquence des erreurs de caisse que tu vas commettre. Pour plus d'informations sur ce qui est légal au travail ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bonjour, vous vouliez me voir? Oui, absolument. Je voulais vous demander, maintenant que je suis formée, est-ce que je peux faire du télétravail parfois? Par exemple, ce mardi? Du télétravail? Non. Je peux vous demander pourquoi? Vu qu'en plus, toutes mes tâches sont réalisables à distance. Non, vous ne pouvez pas me demander pourquoi, vous allez juste vous contenter du fait que je vous ai dit non. Mais pourtant, c'était... Écoutez, s'il vous plaît, on ne va pas en parler 2 heures, j'ai dit non. Ton employeur a le droit de refuser que tu télétravailles. Par contre, si ton poste est éligible au télétravail, c'est-à-dire concrètement que tu peux travailler à distance, et que le télétravail est prévu par un accord d'entreprise ou par une charte, ton employeur a l'obligation de motiver son refus. Écoutez, s'il vous plaît, on ne va pas en parler 2 heures, j'ai dit non. J'ai très bien compris que c'était un refus. Par contre, légalement, vous devez me le motiver. Surtout que vous autorisez Stéphanie à en faire alors qu'elle a le même poste et la même expérience que moi, donc j'aimerais bien comprendre. Non mais écoutez, Stéphanie, c'est différent. Différent en quoi? J'ai exactement les mêmes tâches qu'elle. Non mais c'est différent, c'est tout. J'ai parfaitement le droit de l'autoriser à télétravailler elle et pas vous. Ton employeur peut autoriser le télétravail pour ton collègue, mais pas pour toi, uniquement si vous êtes dans des situations différentes qui expliquent ce traitement différent. Ça, c'est dû au principe d'égalité de traitement des salariés qui impose de traiter de la même manière les salariés qui sont dans une situation identique. Mais par contre, si jamais ton employeur te traite différemment en raison de tes origines, ton genre ou encore ton handicap, ça constitue une discrimination qui est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Pour plus d'informations sur les relations employeur-employé, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Il est 1h du matin, on est en pleine semaine, j'aimerais bien pouvoir dormir là. Bah mettez des boules qui est. Pardon? Non mais on est dans un immeuble, dans une grande ville, si vous voulez du calme, fallait louer une maison dans la campagne. Hein. Mais peu importe en fait, j'ai le droit de pouvoir être tranquille chez moi à 1h du matin. Bah déménagez alors, moi aussi je suis chez moi et j'ai le droit de faire ce que je veux. Vous pouvez rien faire contre ça. En tant que locataire, tu dois pouvoir user paisiblement du logement que tu loues. Donc tu n'as pas supporté le bruit de chez ton voisin si c'est des nuisances anormales. Mais comment on fait juridiquement pour faire stopper les nuisances de son voisin? Déjà, tu dois aller le voir pour lui arrêter de faire trop de bruit. S'il ne se passe rien et que ça ne change toujours pas, tu lui envoies un courrier en lettre recommandée par avis de réception dans lequel tu lui demandes d'arrêter les nuisances et dans ce courrier, tu mets le plus de preuves possible sur les nuisances. Ça peut être des témoignages, des constats, etc. Et si jamais ça ne suffit pas, tu peux contacter le propriétaire de ton voisin. Oui, c'est le propriétaire de votre voisine. J'ai reçu votre recommandée, elle fait du bruit, c'est ça? Oui, c'est tout le temps, c'est invivable. Ah bah je suis vraiment désolée, mais il va falloir régler ça avec elle directement. Comment ça avec elle directement? Bah moi je suis que le propriétaire, hein, c'est pas moi qui vis là-bas et qui fait du bruit, donc je peux rien faire pour vous. Si tu informes le propriétaire que son locataire cause des nuisances, mais que le propriétaire ne fait rien pour les arrêter, le propriétaire devient responsable des nuisances qui sont causées par son locataire. Ça veut dire qu'une fois que tu as prévenu le propriétaire, lui, il doit tout faire pour que les troubles s'arrêtent, sachant que ça peut aller jusqu'à la résiliation du bail du locataire bruyant, donc en gros le propriétaire met le locataire dehors. Et si jamais tu préviens le propriétaire et qu'il ne fait toujours rien pour arrêter les nuisances, tu peux aller en justice pour engager sa responsabilité. Comme d'habitude, les sources sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Et d'ailleurs, maman, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Il se passe quoi? Je vais me marier. Hein? Avec qui? Avec Alex, ça fait juste 6 ans qu'on est ensemble. Mais il vient d'où lui déjà? Il est finlandais. Ah non, moi je refuse que tu te maries avec lui, on sait très bien comment ils sont ces gens-là. Non mais je suis pas en train de te demander la permission en fait. Juste je vais me marier, c'est comme ça. Non, c'est hors de question, je te préviens, tu te maries avec, on te déshérite. Un parent qui réside en France ne peut pas totalement déshériter son enfant, c'est-à-dire l'exclure complètement de la succession. Et ça, même si le testament prévoit que ce sera le cas. Dans tous les cas, l'enfant a le droit à la réserve héréditaire. Ça veut dire qu'une partie du patrimoine de la personne qui décède lui reviendra nécessairement. Par contre, il existe quand même des cas dans lesquels tu peux être totalement exclu de la succession de tes parents. C'est par exemple si tu as été condamné pour avoir volontairement tué ou tenté de tuer ton parent, ou si tu as commis volontairement des violences qui entraînent involontairement la mort du défunt. Non mais maman, tu peux pas me déshériter en fait. Bah très bien, je m'opposerai à ton mariage alors. Certains membres de la famille, comme les parents par exemple, peuvent s'opposer à ton mariage. Par contre, ils ne pourront pas s'opposer efficacement à ton mariage juste parce qu'ils en ont envie. Il faut des raisons valables pour que le mariage soit empêché. Par exemple, si jamais l'un des époux est mineur, ou si le mariage est frauduleux, comme par exemple dans le cas d'un mariage gris, où le but du mariage est de donner des papiers ou un titre de séjour. Si tu veux plus d'informations sur les relations parents-enfants, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.